Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mère raconte. Aujourd'hui, on accueille Ethan, un jeune handballeur qui a su persévérer dans sa passion malgré les obstacles de la vie. Bonjour Ethan. Bonjour Sarah, tout d'abord merci de m'avoir invité dans cet épisode de Mes Racontes. Je t'en prie, ça m'a fait très plaisir. Comment tu vas aujourd'hui? Je vais super bien et toi? Ça va super. Je te propose de commencer maintenant. Ça marche, pas de soucis. Est-ce que tu peux te présenter et raconter un peu ton histoire et ton parcours dans le hand, s'il te plaît? Donc je m'appelle Ethan Mouret, j'ai 21 ans. J'habite à Orléans, je suis en STAPS, c'est ma deuxième année, je suis en entraînement sportif. Alors j'ai commencé le handball à l'âge de 9 ans, au sein du club de l'ASPTT Châteauroux Handball. J'ai toujours évolué en régional, en étant jeune, que ce soit de ma moins de 12 jusqu'à ma moins de 16. On a tout le temps réussi à se qualifier en passant les étapes des qualifications régionales. Arrivé au lycée, j'ai ensuite rejoint la section sportive de Vierzon au lycée Édouard Vaillant, où j'ai passé mes 3 années de seconde, de première et de terminale là-bas. Donc je m'entraînais 3 fois par semaine en section, plus des entraînements quotidiens au club. Ma première année, je jouais toujours à Châteauroux. Ma deuxième année, j'ai décidé de changer de club et d'évoluer du coup dans le club de l'Églantine Vierzon, car ils avaient un projet pour jouer en national. Malheureusement, la première année, il y a eu le Covid, donc la saison a dû être coupée au bout du deuxième match. La saison d'après, j'ai décidé de re-signer là-bas, car ils m'avaient proposé de m'entraîner avec la pré-nationale et toujours de poursuivre leur projet pour jouer en national, avec les moins de 18. On a donc fini vice-champion régional cette année-là. J'ai pas pu participer aux qualifications nationales car j'étais trop vieux, mais en quelque sorte notre objectif avait été atteint. J'ai ensuite rejoint, pour mes années seniors, j'ai ensuite rejoint le club de Saint-Privé-Olivet. J'avais fait un essai là-bas, ça s'était tout de suite très bien passé avec le coach qui était là-bas. On a tout de suite très bien accroché ensemble. J'ai passé du coup ma première année là-bas, je m'entraînais tous les jours. Je m'entraînais 5 fois semaine plus le match du week-end car j'ai réussi à intégrer l'équipe première qui était en National 2 à l'époque et j'ai évolué aussi en pré-national la plupart du temps. Malheureusement, à la fin de l'année, j'ai dû me faire opérer de l'épaule. Je suis revenu la saison d'après qu'au mois de novembre pour ma blessure. Donc j'ai évolué toujours avec la pré-nationale mais ce n'était plus le même coach qui s'occupait de l'équipe 2. À la fin de l'année, avec mes performances, j'ai pu réintégrer l'équipe 1 où j'ai réussi à faire 2 matchs. J'étais plutôt content au vu de ce qui s'était passé avant. Et cette année, du coup, j'évolue dans le club toujours de Saint-Privé-Olivet. J'ai réussi à faire ma place, ou du moins, je commence à plutôt bien la faire ma place, avec l'équipe première qui malheureusement est descendue, mais en National 3, mais voilà. Ok. Est-ce que tu pourrais nous faire rapidement un classement par rapport à départemental, régional, national, pour qu'on puisse un peu mieux situer les niveaux? Ok, donc en senior, ouais. Ouais. En senior, donc il y a la départementale. Je crois qu'il y a la départementale basse et la départementale haute. Okay. Après, ça va de R3, R2, pré-national, national 3, national 2, national 1, national 1 élite, D2, D1. Voilà. Ok. Donc tu fais du hand en club et tu en fais aussi dans ton université. C'est quelque chose vraiment qui te suit au quotidien. Tu manges hand, tu vis hand. Mais comment t'en es venu à avoir cette passion-là? Pourquoi le hand et pas un autre sport? Pour être honnête, au début, je voulais pas vraiment faire de hand. Je voulais faire du foot. Mes parents, ils ne voulaient pas. Donc, j'ai pas eu le choix de ne pas en faire. Après, je voulais faire du basket, mais mes parents, au vu du club qu'il y avait dans ma ville, qui n'était pas très bien réputé ou quoi, mes parents n'ont pas non plus voulu. Et pendant que j'étais au centre aéré, j'ai fait un tournoi de handball, ça s'était plutôt bien passé, j'avais aimé. Et c'est de là en fait que mes parents du coup m'ont inscrit au handball. Et ensuite j'ai poursuivi on va dire l'aventure dans le handball. Ok. Du coup tu fais dans ton université du hand et du coup tu allies vraiment ta scolarité et le sport à côté, donc le hand en club et le hand dans ton université. Comment ça se passe? Comment tu arrives à tout gérer? Comment ça s'aménage un peu dans ton emploi du temps? Bah en fait avec l'université c'est très simple parce que du coup ça fait 3 ans du coup que j'en fais dans mon université, dans mon équipe, dans l'équipe universitaire. Les 2 premières années c'était pas très bien structuré dans le sens où on n'avait pas d'entraînement dans la semaine ou quoi. Donc c'était juste, on était un groupe de potes,
On venait jouer le jeudi ensemble, on faisait des déplacements à Rennes, à Rouen, et on allait jouer, on voyait très bien comment ça se passait, et puis si on perdait, on perdait, si on gagnait, on gagnait. Et on va dire qu'à partir de l'année dernière, fin d'année, on a décidé que cette année, on voulait mettre quelque chose de vraiment plus sérieux, de mettre quelque chose de vraiment sérieux en place. Donc du coup, on a pris un créneau dans un gymnase, on s'entraîne tous les jeudis midi, pour du coup qu'on s'améliore, pour qu'on puisse jouer ensemble. Et du coup, c'est un entraînement en plus dans la semaine, oui, mais c'est toujours, on va dire, encore plus plaisant parce que c'est avec mes amis du coup que je joue, il y a une cohésion et un esprit d'équipe qui est incroyable. On s'entend tous super bien, on fait des déplacements. Quand on fait des déplacements, l'université nous loue des bus, on a loué un bus pour aller à Rennes. Et quand on est allé à Rouen, je crois, oui, et non pas à Rouen, je sais plus où on est allé, on a pris des minibus. Donc en fait, c'est surtout l'esprit d'équipe qui m'anime et qui me pousse à faire ça en fait. C'est comment ça se passe, puis en plus on gagne, on met de l'investissement et ça se passe très bien, donc c'est ça qui me fait plaisir. Ok. Ça n'empiète pas du tout sur les entraînements du club ou sur les autres que tu peux faire au cours de ta semaine? Non, du tout, parce que c'est le jeudi midi et moi, du coup, comme je m'entraîne tous les soirs, ça empiète pas du tout. Tous les soirs, genre tous les soirs? Ouais, je m'entraîne tous les soirs. Différents niveaux ou Le lundi, c'est un mélange national 3 pré-national. Le mardi, je m'entraîne avec la pré-nationale. Le mercredi, la N3. Le jeudi, la pré-nationale. Et le vendredi, la N3. Ok. Est-ce que malgré tout ça, cet emploi du temps bien chargé, tu arrives à prendre du temps pour toi et à vraiment dédier des temps à sortir avec tes amis, boire des verres On va dire qu'au début, j'étais plutôt coincé, on va dire, par rapport à cette idée-là. Je sortais pas forcément beaucoup. J'étais plutôt là à rester chez moi. Je faisais ce que j'avais à faire dans le sens où j'allais au hand. Je révisais. Mais je ressentais pas forcément ce besoin de sortir et je me disais qu'il était un peu néfaste dans le sens où ça allait être néfaste sur mes performances. Du coup, voilà. Ça allait réduire mes performances sportives. On va dire, et au fur et à mesure que les années passaient, surtout cette année, je pense que je commence à vraiment apprécier le fait de sortir avec mes amis après le match, avant les matchs. Et aujourd'hui, c'est pas parce c'est pas parce qu'on sort la veille. Après, tout dépend de ce qu'on fait et dans quel état on se met. Mais c'est pas parce qu'on sort la veille que la performance du lendemain va être réduite. Ok. Tu restes quand même ancré dans ce que tu veux, tu sais où tu veux aller, donc tu sais être raisonnable quand tu sors. C'est ça, quand je sais que j'ai une échéance importante, on va dire, le lendemain, je sais qu'il faut que je peux sortir, mais raisonnablement. C'est ça, ok. Est-ce qu'avec tout ça, avec tous ces clubs, toute cette envie, toute cette passion, t'as déjà envisagé d'avoir une carrière professionnelle ou ça a toujours été juste une passion, juste un loisir si on peut dire? Honnêtement, je pense que quand on est petit, on rêve tous forcément, je pense, un tout petit peu d'évoluer, d'avoir une carrière professionnelle dans le sport que l'on pratique quand on est jeune. Donc moi, oui, j'ai espéré avoir une carrière professionnelle dans le handball. Maintenant, je sais que ça sera pas possible. Après, c'est pas parce que je pourrais pas jouer en D1 ou D2 que je vais arrêter de faire des efforts ou quoi que ce soit, parce que on va dire pas que j'ai abandonné mon rêve, on va dire que je l'ai diminué. Voilà. On va dire que je suis plus raisonnable, mais c'est pas une raison pour l'abandonner. Est-ce que tu as eu une opportunité un jour de pouvoir atteindre ce rêve ou tu as toujours eu cette petite pensée dans ta tête qu'il va falloir diminuer ce rêve? On va dire que j'ai jamais réellement eu d'opportunité, ou du moins si j'en ai eu, mais pas pour aller jouer en D1 ou en D2, mais pour moi, je viens de Châteauroux, je suis très content de venir de là-bas, et d'arriver à un stade où j'arrive à jouer en national, je peux jouer en national, je peux prétendre à jouer même plus haut les années d'après, j'espère. Ça me fait très plaisir et je pense que il est là mon objectif, d'évoluer petit à petit, de prendre le temps qu'il faudra pour que je puisse grandir mentalement et dans mon jeu, pour après prétendre au niveau d'au-dessus. Ok. Est-ce que tes parents et ta famille t'ont soutenu dans ce rêve d'être professionnel ou ils ont toujours été là comme un frein à te dire attention Ethan, calme ton rêve? Alors oui, mes parents, ils ont toujours, on va dire, ils m'ont toujours soutenu, ils ont toujours été avec moi, ils m'ont toujours poussé. Dans le sens où ils m'emmenaient tout le temps à l'entraînement, ils me poussaient à aller faire des détections, à aller m'entraîner. Comme je l'ai dit, ils m'emmenaient à tous mes matchs, ils venaient tout le temps me voir, ils étaient super présents avec moi. Mais ils me faisaient toujours penser, et ils m'ont toujours, on va dire,
ils m'ont toujours dit qu'il fallait toujours un plan B parce qu'on n'est jamais sûr de finir professionnel. Et même si j'aurais pu finir professionnel, on ne sait jamais si on se blesse ou quoi. On ne peut pas compter que sur ça. Parce qu'à côté, les études, ça reste quand même très important d'avoir un métier avec un revenu fixe tous les mois. Ouais, du coup, tu es quand même resté lié à ta passion puisque maintenant tu fais des études de sport. C'est ça. Donc, il y a quand même un lien malgré ça. Oui, c'est ça. Ok. Malheureusement, comme tu nous l'as dit, tu as eu des blessures qui ont fait que ça a dû te freiner dans tes rêves. Est-ce que, et dans tes projets, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ces blessures ? Alors, je pense que ma première grave blessure, c'était quand j'étais jeune. Je me souviens plus quel âge j'avais. J'ai eu la maladie d'Osgood, donc c'est une maladie qui est au genou. C'est par rapport au fait quand on fait beaucoup de sport et qu'on est en pleine période de croissance. Donc ça a dû me stopper pendant, je dirais, 2-3 mois, je pense. Et malheureusement, c'était à l'époque du coup où je faisais partie du coup de l'équipe départementale de l'Indre. Ce qui est en fait, on participait du coup à un tournoi, les interdépartementales et après les intercomités, qui permettent du coup, on va dire au directeur du pôle de Pôle Espoir, du coup de voir qui est apte à rentrer ou pas. Du coup, on va dire que j'aurais toujours ce petit regret de me dire que je pense que j'étais pas non plus à 100% de mes capacités lors de mon tournoi, car je revenais à peine du coup de convalescence par rapport à mon genou. Donc je m'étais entraîné quoi, mais une semaine avant quoi, donc j'étais pas arrivé dans les meilleures conditions, voilà. Et après du coup tu as vécu une autre blessure, donc c'était il y a 2 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça. Par rapport à ton épaule. C'est ça, donc celle-là, je pense qu'on va dire elle est beaucoup plus grave, dans le sens où c'était ma vraie première année en senior du coup, et c'était pendant la prépa, mon premier match de préparation physique avec du coup ma nouvelle équipe. Je me déboîte l'épaule à Saint-Cyr, à Tours. Elle se remet en place tout de suite. Donc sur le coup, j'ai mal, je sors. Sur le coup, je me dis que c'est pas grand chose. Du coup, j'attends 10 minutes. Mon coach me fait rentrer, je rejoue, je fais la fin de mon match. Les jours d'après, je sais que j'ai eu très mal à l'épaule. Les semaines passent, les mois passent. Un jour, pareil, pendant l'entraînement, mon épaule elle saute. Et là, elle se remet aussi en place toute seule. J'avais la chance, par contre, qu'elle se remettait toute seule. Mais ça n'empêchait pas la douleur. Mais là, je commence à me dire, c'est bizarre. Ça fait 1 fois, 2 fois, c'est bizarre. Donc j'ai pris rendez-vous tout de suite chez un médecin du sport pour que je sache un peu ce que j'ai. Donc il m'a dit en fait que du coup je me déboîtais l'épaule. Je me la suis déboîtée après ça par la suite, avant de me faire opérer au moins 4-5 fois. Et en fait, plus je me la déboîtais, plus les jours d'après, en fait, je pouvais plus bouger le bras. Je pouvais plus le bouger, je pouvais pas le lever, j'avais beaucoup trop mal. À chaque fois, je faisais 1 semaine de pause dans le hand et après je revenais, je reprenais. J'allais chez le kiné, je faisais des séances je renforçais beaucoup mon épaule. Mais on va dire qu'à la fin de l'année, j'ai dû faire un choix. C'était soit de ne pas me faire opérer et vivre avec ça toute ma vie. Mais bon, j'avais 18 ans, j'étais très jeune. Et vivre avec ça toute sa vie, c'est quand même un handicap. Surtout dans le sport ou même peu importe ce que c'est, parce que plus je me la déboîtais, plus ça abîmait mon épaule. Donc j'ai dû faire le choix de me faire opérer. Je me suis fait opérer et après j'étais en convalescence pendant 8 mois. La saison qui reprenait en septembre, je l'ai commencé moi au mois de novembre ou décembre et je m'étais fait opérer en avril. Okay. Comment tu l'as vécu cet épisode mentalement ? Est-ce que ça a été dur ? Est-ce que tu as perdu confiance en toi ? Est-ce que quand même tu as eu du soutien de tes amis, de ta famille ? Comment tu l'as vécu ? Par rapport à mon épaule, surtout, ouais. Mon épaule, franchement au début moi j'étais très réticent à l'idée de me faire opérer. Parce que ça voulait dire pas de hand pendant 8-9 mois. Franchement c'était une idée qui me convenait pas du tout. J'ai pas eu le choix, si, j'ai eu le choix, mais j'ai dû me contraindre à faire ce choix de me faire opérer. Au début c'était très dur, surtout le premier mois parce que j'étais en écharpe du coup pendant 1 mois. Je pouvais rien faire. Je sais pas si je dirais que j'étais au fond du trou, mais mentalement c'était très dur et heureusement que j'avais des gens qui étaient là pour moi, qui m'ont beaucoup aidé, beaucoup soutenu, qui m'ont aidé, on va dire, que ce soit physiquement dans la vie de tous les jours, dans les tâches quotidiennes, ou même mentalement à me sortir, on va dire, des idées noires dans le sens où j'arriverai plus jamais à rejouer ou à être le joueur que j'étais. Et voilà. Donc les gens et le soutien que les gens m'ont apporté a été très important pour moi.
T'as mis combien de temps après ta blessure à te remettre au sport réellement, à vraiment rejouer, refaire des entraînements aussi fréquemment? Réellement, je pense que j'ai mis au moins 8-9 mois. Ok. Malgré cette blessure, tu es revenu sur le terrain. Est-ce que pour toi, t'es revenu plus fort? Au début, non. Au début, je me sentais très faible au début. Je me sentais très faible. Surtout que du coup, le coach de la première année, il n'y était plus. Donc on va dire j'avais plus ce soutien-là qui me permettait, on va dire, d'avancer ou de me conforter dans l'idée que j'étais bien à ma place. Le coach a changé. Il m'a fait évoluer à un autre poste. J'avais pas du tout le même temps de jeu. On va dire que l'année où je suis revenu, c'était très dur pour moi. Ouais. Je pense que c'était peut-être même plus dur que quand je me suis blessé, quand j'étais en convalescence, dans le sens où je pouvais pratiquer, mais je sentais que je donnais pas le meilleur de moi-même ou on tirait pas le meilleur de moi-même à cette époque-là. Donc c'était très dur pour moi. Voilà. Et grâce à quoi t'as pris conscience qu'en fait t'étais vraiment un bon joueur et qu'il fallait que tu persévères dans cette voie et que vraiment tu voulais montrer le meilleur de toi et le meilleur de ton jeu? Je dirais pas jusqu'à dire que je suis un bon joueur, mais on va dire que j'ai toujours, que ça soit dans le sport en tout cas, j'aime pas commencer quelque chose et m'investir à moitié ou me donner à moitié à fond. C'est-à-dire que quand je commence quelque chose, je donne tout ce que j'ai. Et j'avais pas cette impression-là parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais mal utilisé, mais ce qui m'a poussé à m'investir encore plus et à encore plus tout donner, c'est de me dire, en quelque sorte, j'arrivais pas forcément non plus à me regarder dans une glace et à me dire, voilà, ce que je fais c'est bien et ce que je fais, j'accepte ce que je fais. Non, en fait, c'était pas dans mon état d'esprit, c'est pas moi en fait de faire ça. Donc je me suis réellement remis en cause, j'ai tout donné. Je suis allé parler avec le coach de l'équipe 1 du coup, pour lui demander son avis sur certaines choses ou quoi. Et on va dire qu'il m'a quand même aussi lui beaucoup aidé pour le coup, où quand je lui ai fait comprendre que j'avais besoin d'aide, il m'a aidé. Et je pense qu'il m'a beaucoup aidé à reprendre confiance en moi dans le sens où il m'a réintégré du coup aux entraînements quand il a vu que je me donnais à fond et que je reprenais confiance en moi et en mon niveau de jeu. Tout à l'heure, tu nous as parlé du pôle espoir. Est-ce que tu pourrais nous en parler, nous expliquer un peu ce que c'est et quelles portes ça ouvre? Alors du coup, le pôle espoir, on va dire ça commence à partir de la seconde, parce que là, en troisième, on peut rentrer au pôle espoir, mais on appelle ça le CER, donc c'est le centre d'entraînement régional. C'est on va dire les joueurs qui ont le meilleur profil et le meilleur niveau, je dirais, dans la région, qui sont en sport-études du coup. Pour les gars, ça se trouve à Chartres. Pour les filles, c'est à Orléans. Non, le début aussi, c'est à Chartres pour les filles, je crois. Je ne sais plus pour les filles, je sais plus. La première année, du coup, on est au CER. Et après, les 3 autres années, donc que ça soit de la seconde, première et terminale, on rentre au pôle espoir. Et le pôle espoir, du coup, c'est, on va dire, des entraîneurs très très compétents de la région qui vont s'occuper de joueurs toute la semaine, avec des séances de musculation notamment, et des entraînements. Et ils préparent des compétitions comme les interpôles, les interligues en fonction des années. Et les portes que ça ouvre, elles sont diverses, car en général, c'est lors des compétitions, du coup, comme les interpôles, que des joueurs sont repérés pour après rentrer dans des centres de formation, comme notamment celui qui est situé à Orléans, dans le club de Saran, ou alors à Chartres. Voilà. Ok. Donc tout à l'heure, tu nous as dit que tu allais au lycée de Vierzon. Pourquoi ce lycée-là et pas un autre? Pourquoi t'es pas resté à Châteauroux, dans ta ville natale? Pour être honnête, de base, je voulais faire du coup sport-études comme à Vierzon, mais je voulais le faire à Orléans, dans le lycée Benjamin Franklin. Mais du coup, j'ai été refusé. J'ai été refusé du coup. Après, j'ai longuement hésité quand même à faire un sport-études à Vierzon, parce que de base, c'était pas ce qui me plaisait le plus, c'est pas non plus ce que je voulais faire. Mais après discussion avec certains joueurs, j'ai décidé quand même d'y aller. Dans tous les cas, ça pouvait pas me faire de mal, dans le sens où j'aurais des entraînements en plus et de la pratique dans mon sport. Donc du coup, tu étais à l'internat. Le matin, c'était les études, les après-midi, c'était les entraînements. Comment ça s'organisait? Oui, j'étais à l'internat du coup, je dormais tous les soirs de la semaine à l'internat. Le matin et l'après-midi, c'était toujours les cours. J'avais pas un emploi du temps forcément adapté. Mais par contre, c'était après 18h, il y avait entraînement jusqu'à 19h30 ou quoi. Et après, j'allais manger au réfectoire et après, je rentrais à l'internat. Et tout se goupillait par rapport au fait que j'avais entraînement avec le club de Vierzon et la section sportive. C'était jamais en même temps. Ok, tout était bien entremêlé, symbiose. C'était en symbiose.
Quel beau mot. Et maintenant, actuellement, tu évolues dans le club de Saint-Privé-Olivet. Pourquoi ce club et pas un autre club? J'aurais pu rester à Vierzon et faire ma première année en pré-national. J'en avais parlé avec eux. C'était une idée qui me plaisait. Mais je voyais pas non plus une très grande évolution dans le sens où l'équipe première, du coup, elle évoluait en pré-national. J'ai fait des essais à l'USO. Ça m'a pas forcément plu. Ok. Et après, j'ai fait des essais à Saint-Privé. Et en fait, j'ai tout de suite accroché avec ce club. L'entraîneur, à la fin de la séance, il est venu me voir. C'est vraiment un entraîneur qui m'a, on va dire, qui m'a changé ma façon de voir le handball et ma façon de faire du handball. Voilà. C'est lui qui m'a fait venir. Et aujourd'hui, je regrette pas du tout. Donc pourquoi j'ai accepté sa proposition? Parce qu'il me proposait un service civique du coup à côté de mes études. Donc ça me permettait du coup d'avoir un peu d'argent à côté de mes études vu que je travaillais pas. Je jouais en pré-national, ce qu'il y avait à Vierzon. Mais à Saint-Privé, c'était l'équipe de la pré-nationale. Donc ça me permettait d'avoir une certaine marge d'évolution parce que l'équipe 1 était en National 2. Et cet entraîneur m'avait dit que en fonction de mes performances, je pouvais m'entraîner avec la National 2. Ce qui s'est donc passé. Après, moi, c'était dans un contexte différent parce que j'ai eu beaucoup recours, on va dire, au facteur chance, dans le sens où j'ai eu de la chance avec les blessures, certains joueurs qui ont arrêté. Et ça m'a permis, on va dire, d'intégrer dans le groupe de la National 2 tout le long de l'année sous les entraînements. Et à la fin de l'année, plus par rapport à mon niveau de jeu, on va dire qui avait un peu augmenté. Tout à l'heure, tu nous as parlé de STAPS. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui se posent des questions par rapport à leurs études, en quoi ça consiste, quelles sont les matières, si on peut dire ça, pour définir cette licence? Donc oui, voilà, donc STAPS, comme tu viens de le dire, c'est une licence qui se déroule en 3 années. Donc en L1, c'est très général, dans le sens où il y a du sport, donc t'as SP, si on fait SP foot, SP basket, SP hand, Ouais. ou alors, et après il y a la polyvalence, donc ça c'est un sport, on va dire, qui est tiré au sort, que tu pratiques pendant un semestre. Après c'est très varié parce qu'il y a de la psychologie, il y a de la sociologie, il y a de l'anatomie, il y a de la biomécanique, il y a de l'histoire. C'est vraiment une licence qui est très variée, c'est pas j'entends beaucoup qu'en STAPS c'est que du sport, mais non, pas du tout, c'est pas que du sport, c'est une licence qui est très variée. Après en L2, quand tu passes de L1 à L2, après tu as 4 choix de mention. Donc du coup, tu as la mention APA, donc c'est pour travailler avec des personnes en situation de handicap. Entraînement sportif, donc celle que je choisis, c'est pour entraîner les sportifs du coup. Éducation et motricité, c'est plus pour être, on va dire, professeur. Et management, donc là c'est plus dans le management des événements sportifs ou quoi. Et après la L3, c'est pareil, tu poursuis du coup la mention que tu as choisie, et à la fin de l'année, normalement, tu obtiens une carte pro dans certaines, par rapport à la mention que tu as, bien sûr. Je ne connais pas les autres mentions. Et tu peux pratiquer, et après, tu peux bien évidemment faire un master. Ok. Dans ces différents clubs, est-ce que tu pourrais nous parler des postes de jeu dans lesquels tu as évolué tout au long de ta carrière, si on peut appeler ça une carrière? Je n'irai pas jusqu'à dire que c'était une carrière. Du coup, à Châteauroux, j'ai toujours évolué sur la base arrière, donc demi-centre, arrière gauche, arrière droit. Tu peux nous situer en faisant un Donc, petit schéma avec... on va dire que là, c'est la zone. Okay. Donc le demi-centre, il est là, l'arrière droit, il est là il y a l'arrière gauche. Là, il y a l'ailier gauche, l'ailier droit et le pivot qui est situé à l'intérieur de la défense. Ok. Donc moi, j'ai toujours évolué sur le poste, sur la base arrière, donc arrière droit, arrière gauche ou demi-centre. On va dire que mon poste de prédilection, ça a toujours été demi-centre. Ensuite, quand j'ai rejoint le club de Vierzon, j'ai basculé sur l'aile gauche. J'ai joué un peu à l'aile gauche et demi-centre, je faisais les deux. Et ensuite, à Saint-Privé, du coup, le coach qui m'a recruté m'a faisait jouer essentiellement sur la base arrière gauche, demi-centre, ou même arrière droit, un peu, comme à Châteauroux en fait. Mes 2 dernières années, j'ai évolué surtout au poste d'ailier gauche et de demi-centre, mais en ce moment là, c'est que demi-centre, c'est que base arrière. Ok. Et tu dirais que c'est ton poste préféré, si tu as une préférence ou Oui, je pense que c'est mon poste préféré. Et oui, je pense que c'est le poste où... je pense que c'est le poste où j'ai la meilleure évolution. C'est le poste auquel j'aurai la meilleure évolution, je pense. Ok, et ça te donne une bonne vision du jeu. Est-ce que ça te donne un côté leader ou absolument pas? Je pense pas que ça soit le poste qui me donne un côté leader, je dirais même pas que j'ai un côté leader, mais juste, on va dire c'est le poste qui me procure le plus de sensations dans le sens où j'aime être là, j'aime distribuer le jeu, j'aime avoir un ensemble, avoir une vue d'ensemble sur le terrain et pouvoir
on va dire, enclencher les actions et démarrer le jeu. Ok. Parlons un peu des numéros. Souvent, les joueurs ont un numéro sur leur maillot, c'est ce qui permet de les caractériser, si on peut dire ça comme ça. Est-ce que tu pourrais nous dire l'évolution de tes numéros? Donc moi, ouais, j'ai toujours, de base, j'ai commencé avec le numéro 6 parce que mon premier match, en fait, en moins de 10, je crois, c'était un match à La Châtre, dans l'Indre. Ma cousine était venue me voir jouer et je savais pas quel numéro prendre. Et elle m'avait dit, tu prendras le numéro 6. Donc j'ai pris le numéro 6. Et de la moins de 10 jusqu'à ma première année senior, j'ai toujours eu le numéro 6. Toujours. Fidèle. Fidèle. Ça, je pense que ça a été mon numéro fétiche, mon numéro porte-bonheur. Ensuite, arrivé à Saint-Privé, ma première année, il n'y avait pas vraiment de maillot parce qu'on n'a pas eu de nouveau jeu de maillot, donc on n'a pas pu choisir nous-mêmes nos numéros. Donc on va dire que je switchais entre plusieurs numéros. L'année dernière, quelqu'un avait déjà le numéro 6, donc je n'ai pas pu prendre le numéro 6. Donc j'ai opté pour le 66. Voilà. Cette année, avec l'équipe 1, c'est pas moi qui choisis mon numéro. L'année prochaine, je le choisirai, mais je ne sais pas encore lequel je prendrai. Mais du coup, j'ai le numéro 78 cette année, que j'ai porté tout le long de l'année. Au début, c'était pas compliqué, mais j'étais un petit peu déçu d'avoir ce numéro-là, parce que j'avais aucun, on va dire, lien avec ce numéro. Depuis, on va dire, quelques temps, je l'aime bien ce numéro. Je l'aime bien. Voilà. Il y aurait une explication de pourquoi tu l'aimes bien ou... Il n'y aurait pas forcément d'explication à donner, mais juste en ce moment je l'aime bien. Il n'y a pas d'explication, mais en ce moment, voilà. J'aime bien. Est-ce qu'à l'université tu portes aussi fièrement le numéro 78 ou tu en portes un autre? À l'université, on va dire, j'ai voulu innover. J'ai choisi le numéro 36. Donc pourquoi 36? Parce que je viens de l'Indre et on va dire j'ai voulu mettre en avant mon département dans le sens où montrer que je suis fier de là où je viens. Donc si on pourrait résumer, est-ce que tu pourrais nous dire si le hand t'a apporté une autre perception de la vie ou des opportunités ou encore des rencontres? Honnêtement, le hand dans la vie, je pense qu'il m'a apporté beaucoup. Il m'a beaucoup donné, dans le sens où il m'a permis d'avoir beaucoup plus confiance en moi dans la vie de tous les jours, ou même sur un terrain. Il m'a permis de rencontrer des gens exceptionnels, de faire vraiment des magnifiques rencontres. Je dirais que, franchement, mon cercle d'amis est constitué, mon cercle de proches est exclusivement constitué de gens qui font du hand, ou du moins que j'ai rencontré par rapport au handball. Donc oui, le handball a une part très importante dans ma vie, parce que je le pratique, je prends du plaisir et j'ai envie de performer dans ce sport, mais aussi parce qu'il m'a permis de construire, on va dire, des relations solides avec des gens. J'ai oublié de l'aborder, mais est-ce qu'on pourrait parler du championnat universitaire? Parce que tu as été en finale cette année. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? Donc oui, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis 3 ans, je fais partie de l'équipe universitaire. Les 2 premières années, on a réussi à se hisser. La première année, je crois qu'on a réussi à se hisser au quart de finale. On avait perdu toute l'année, on était automatiquement qualifiés. On avait perdu aussi en quart de finale, on s'était pris une dérouillée. L'année dernière, on allait jusqu'aux demi-finales, mais pareil, on a perdu toute l'année. Les quarts de finale, on les a gagnés parce que l'équipe d'en face a fait forfait. On allait en demi-finale, je crois, on a pris moins 10, mais la physionomie du match faisait qu'on ne méritait pas de prendre moins 10, mais voilà. Cette année, on a décidé de faire les choses beaucoup plus sérieusement, donc on a un entraînement toutes les semaines. Et du coup, on était dans une poule où dans notre poule, il y avait Rennes, Nantes et une antenne relais de Nantes, je me souviens plus du nom. Donc notre premier match, on va le jouer à Rennes. On va jouer contre des mecs en face qui, pour certains, jouent en N1. Oui, N1. On gagne le match d'un but au penalty. Il y a même match nul à la fin du match et on va au penalty, on le gagne. C'était l'équipe la plus costaud de la poule. Notre deuxième match, c'est contre Nantes. Donc là, on a joué contre des mecs contre qui on joue en fait le week-end avec mes coéquipiers de Saint-Privé, donc de la N3. Je crois qu'on leur avait roulé dessus à ce match-là, on leur avait mis plus 10, plus 14, quelque chose comme ça. Et du coup, on devait jouer contre l'antenne relais après, l'antenne de Nantes. Ils ont fait forfait, donc on a été premier de la poule. Okay. Donc en fait, quand on est premier de la poule, on accède directement aux demi-finales. Parce que c'est par secteur, dans chaque secteur de la France, on va dire, il y a ces championnats-là. Et nous, on est tombé sur Rouen. Rouen, qui l'année dernière était finaliste
qui a participé aux finalités des championnats de France en N1. Donc on reçoit à domicile. Il y avait un monde pas possible dans les tribunes, il y avait une ambiance de folie. On savait très bien que ce match-là, c'était une finale. C'était si on gagnait, dans tous les cas, on aurait accès à la finale. On était sûr de participer aux finalités qui se déroulent au Havre cette année. Donc match super tendu. On est tous très concentrés avant le début du match. Franchement, c'est un de mes plus beaux souvenirs, je pense. Surtout que c'était contre Rouen et il y avait beaucoup de joueurs en face. Enfin, il y en avait certains qui jouaient en N1. Il y en a même joué contre un ancien pro qui a joué notamment à Athènes, Cherbourg, je crois. Donc c'était vraiment un match incroyable. Avec l'ambiance qui a régné dans les tribunes, l'atmosphère qu'il y avait sur le terrain et même sur le banc, c'était un truc de ouf. Donc on arrive finalement à gagner le match. Je dirais pas facilement, mais c'est un match qu'on a maîtrisé du début jusqu'à la fin. Donc à la fin, tous nos collègues des tribunes nous rejoignent, on a célébré comme il se doit cette victoire. Et du coup on avait accès au final des championnats de France. Donc on a joué contre Caen. Et en fait si on perdait, on jouait les finalités dans le championnat national 2. Et si on gagnait, on jouait les finalités dans le championnat N1. Donc du coup on va à Caen. Il n'y avait personne en tribune. Là pour le coup, il n'y avait personne, je crois qu'il y avait 5 personnes, c'était vide. Il y avait une ambiance très bizarre parce que c'était un match vraiment très spécial. C'était pendant le carnaval de Caen à ce moment-là, donc c'est un carnaval très connu. Donc je pense que les gens ont préféré aller là-bas que venir voir un match de handball. Malheureusement. Oui. Et on a joué du coup contre Caen. C'était beaucoup de joueurs évoluaient en National 2 à cette époque. Enfin, de leur équipe, beaucoup de joueurs évoluaient dans le centre d'entraînement, au centre de formation de Caen. Et on a fait une performance qui était très mitigée, c'était un match très spécial dans l'intensité, dans l'envie qu'on mettait dedans. On s'est incliné, mais je crois que de 4 buts. Donc voilà. Honnêtement, on était un peu déçus, mais notre objectif principal, c'était d'arriver aux finalités. Donc d'avoir gagné Rouen, c'était là notre objectif. D'avoir perdu contre Caen, on était déçus, mais on savait très bien qu'on avait quand même atteint notre objectif. Mais vous allez accéder du coup à la finalité de la N2. Du coup, on accède à la finalité de la Nationale 2. Aux finalités en N2 qui se dérouleront au Havre du 10 au 13 juin au Havre. Voilà. Donc ça fait partie de tes meilleurs souvenirs. L'équipe universitaire cette année, oui, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs. Et je pense que les meilleurs souvenirs sont encore à construire au Havre. Si aujourd'hui on pourrait parler d'objectifs, ça serait quoi ton objectif ultime dans le hand ou même dans ta vie par rapport au sport? Mon objectif ultime dans le hand, là comme ça je dirais évoluer au moins une saison en National 1. En National 1, ouais. Je pense que c'est ça mon objectif. Mon rêve même, je dirais. Mon rêve, voilà. Et ton club actuel, il en serait capable d'évoluer en N1? Dans les années à venir, peut-être. Déjà l'année prochaine, on va essayer de remonter en National 2, comme on l'a fait cette année, mais on n'a pas réussi, on a échoué. Et déjà même évoluer en National 2, comme j'ai pu faire quelques matchs, mais j'appelle pas ça évoluer, j'ai eu la chance de faire des feuilles de match, mais j'ai pas réellement eu l'occasion de me frotter réellement à des joueurs de National 2 constamment. Ouais. Donc on va dire déjà remonter l'année prochaine en National 2, ça fait partie de mes objectifs, mais mon objectif final, ça serait d'évoluer en National 1 au moins une fois dans ma vie, quoi. Est-ce que tu dois travailler dans le hand ou dans le sport en général? Dans le sport, oui, parce que ma licence, ça va m'y amener. Du coup, parce que j'aimerais bien être préparateur mental ou préparateur physique, même dans l'entraînement d'un sportif, ça me plairait. Après, finir ma vie dans le hand, je sais que le hand, j'y jouerai jusqu'à temps que je puisse plus. Donc ça aura toujours une part importante. Devenir entraîneur professionnel, je sais pas si c'est possible, je sais pas si j'en ai même l'envie. Mais j'apprécie en tout cas coacher et m'occuper des équipes jeunes. Actuellement, tu coaches? Ouais, actuellement, je coach. Une petite équipe, quel âge? Une petite équipe de moins de 13, des U13. Une petite dédicace pour... Dédicace à Paul, mettez tir à 9 mètres. Ok. Et grâce au hand, est-ce que tu dois terminer ta vie quelque part? Après, je pense que c'est un peu l'envie de tout le monde, mais dans le sud, je dirais. Trouver un petit club dans le sud. Très bon choix. Avoir mes études là-bas ou mon travail, si j'ai fini. Un petit club qui joue en national et faire ma vie là-bas, je pense que je serais bien dans le sud. Et pour finir, si tu avais un message à délivrer à tous nos auditeurs, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Donc, quoi qu'il arrive dans la vie, il faudra persévérer. La vie, elle va vous mettre plus bas que terre, mais il faudra toujours se relever.
et continuer. Et je dirais pas que je suis l'exemple type, mais je pense que j'en ai bavé et j'ai pas fini d'en baver, je pense. Et je pense que c'est ce qui m'a permis d'être comme ça et je suis fier d'être comme je suis, honnêtement, aujourd'hui. Ça m'a permis de toujours me battre, de toujours me donner à fond et c'est ce qui va me permettre, je pense, ou j'espère, de réaliser mes rêves ou mes objectifs. Et surtout aussi de bien savoir s'entourer, parce que même si on a des objectifs et des rêves, il faut que certaines personnes soient là pour, on va dire, nous aider à les réaliser et à nous pousser vers l'avant. Merci Ethan pour ce beau message que tu nous as délivré et encore merci pour ta présence sur le plateau de Mes Racontes. Merci à toi de m'avoir interviewé et merci à toute l'équipe d'avoir permis ce tournage. Ça m'a fait vraiment plaisir d'être là. Merci. Je tiens aussi à vous remercier, vous, de nous avoir écoutés et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur nos comptes TikTok et Instagram et notamment Ethan sur son compte Instagram. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir.